Le 29 avril prochain, ça fera 100 jours que Donald Trump est président des États-Unis. Et il ne se passe pas une semaine sans que le président donne des raisons à ses adversaires de s'indigner, que ce soit en matière d'immigration, en matière d'environnement ou sur le plan des relations internationales. Ajoutez à ça sa réforme ratée de l'assurance santé et ses frappes aériennes contre la Syrie. Décidément, Donald Trump défie tous les pronostics. Nous faisons le bilan de ces 100 jours mouvementés avec Pierre Martin, directeur de la chaire d'études politiques et économiques américaines de l'Université de Montréal et chercheur au Cerium. Bonjour, M. Martin. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, comment est-ce que vous résumeriez en un mot, s'il y avait un mot qui pourrait résumer les premiers 100 jours de Trump, qu'est-ce que ça serait à votre avis? Un mot, c'est très difficile. Gros contrat que je vous donne. Je serais tenté de dire chaos. Certains pourraient dire improvisation, d'autres pourraient dire choisissez le mot qui convient. Mais quand je parle de chaos, c'est vraiment le fait qu'on a une présidence qui d'abord semble complètement désorganisée comparée au style très rangé, très méthodique de son prédécesseur. On voit avec Donald Trump une improvisation, justement, une tendance à privilégier le mouvement, le chaos, le désordre. Bien, on le voit d'ailleurs avec les récentes frappes aériennes contre la Syrie, donc une réaction très rapide, très agressive à l'attaque à l'arme chimique perpétrée par le régime de Bachar al-Assad en Syrie quelques jours plus tôt. C'est une réaction qu'on a attribuée à l'impulsivité jusqu'à un certain point. Quel regard vous portez sur cet événement-là? Est-ce que c'est un tournant dans la présidence de Donald Trump? Bien, certains disent que oui, mais en fait, si on regarde le personnage, si on regarde sa façon de faire les choses, c'est pas terriblement étonnant de l'avoir vu réagir de cette façon-là. Il faut dire que Donald Trump aussi s'est donné pour mission d'être l'anti-Obama, de faire l'inverse de tout ce que Barack Obama avait fait pendant sa présidence. Oui. Et dans ce cas-là, il lui avait beaucoup reproché de ne pas avoir agi au moment où il avait constaté l'utilisation d'armes chimiques. La fameuse ligne rouge qu'il avait tracée. Exactement. Et dans ce cas-là, il s'est senti obligé de faire quelque chose. Maintenant, en rétrospective, avec le temps, on va se rendre compte que finalement, c'est pas grand-chose qu'il a fait. Il a déballé une soixantaine de missiles de croisière qui sont allés endommager, pas nécessairement détruire, mais endommager une base aérienne. Il n'a probablement pas affaibli la capacité du régime de perpétrer d'autres attaques du genre. Pas du tout. Ça n'aura aucun effet sur la guerre civile en Syrie. Les forces en place vont rester exactement les mêmes. Il a d'avance établi qu'il n'y aurait pas de suite nécessaire à cette action-là. Donc, c'est encore un coup d'éclat, une démonstration de force. Donc, la méthode Obama, c'était de se dire, bon, si je fais ça, qu'est-ce qui arrive après? Et il avait conclu, si on fait ça, qu'est-ce qui arrive après? Rien de terriblement bon, rien de positif. Il y a un risque d'escalade de la violence dans la région. Exactement. Il avait choisi de ne pas agir. Par contre, le problème, ça avait été justement d'annoncer que Assad ne devait pas dépasser les limites. Et il a été vraiment affaibli par cette inaction. Est-ce que Donald Trump va être renforcé? À court terme, probablement. Donc, il y a une certaine... on voit l'action de façon positive. Bon, le premier ministre Justin Trudeau a dit qu'il appuyait ces frappes-là. Il y a vraiment différents chefs d'État de gouvernement à travers le monde qui se sont ralliés autour de lui, ce qui n'était pas arrivé jusqu'à maintenant dans son mandat. C'est ça. Mais il y a deux choses. Donc, le leadership international, on peut le voir de deux façons. Donc, il y a le leadership facile, c'est-à-dire d'agir unilatéralement et de présenter les autres devant un fait accompli qui n'ont pas tellement le choix d'approuver pour... donc, pas déplaire ou encore pour pas déséquilibrer une alliance. Mais il y a le leadership difficile aussi, qui est celui de construire des coalitions avant l'action, de façon à ce que l'action soit bien concertée et qu'elle soit faite en fonction d'une stratégie déterminée. Et c'est manifestement pas le cas. On voit pas de stratégie à long terme dans l'action de Trump. C'est ce qu'on voit, par contre, c'est que il était à un point dans sa présidence
où rien ne fonctionnait. Bon, bien, parlons-en justement en matière de politique intérieure. Sa plus cuisante défaite jusqu'à maintenant, c'est l'échec de sa réforme d'Obamacare, en fait, la loi sur l'assurance santé. Comment est-ce que vous interprétez, vous, cette défaite-là? Le fait qu'il n'ait pas été en mesure de rassembler l'ensemble de son parti autour de ce projet de loi, c'est le signe des premières défections d'élus républicains à son égard? Ou c'est simplement que c'est un mauvais projet de loi, tout simplement? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ce qui se passe, c'est que d'une part, l'unité du Parti républicain au cours des dernières années a été assurée par son rôle d'opposition, essentiellement. Donc, tout ce qui a uni les républicains en politique dans les quelques dernières années, c'est d'être contre. Oui. D'être contre Barack Obama, contre Hillary Clinton, contre sa réforme de la santé. Ils ont voté une 50aine de fois pour abolir la loi sur la santé qui a été passée en 2010. Oui, à la Chambre des représentants. À la Chambre des représentants. Par contre, le Sénat a bloqué ces projets de loi la plupart du temps. Et donc, ça n'a pas eu de suite. Mais, donc, on était unis contre, mais on n'a jamais fait le pas supplémentaire qui était de se rassembler vers une solution alternative. Maintenant, ça aurait été relativement facile dans les premières années, dans les premiers moments de l'adoption de la loi sur la santé, parce qu'on n'avait qu'à revenir au statu quo précédent. Donc, abolir ce qui avait été fait, et dans les premières années, tout ce qui a été fait, c'est des nouvelles taxes. Donc, c'était pas difficile. Par contre, après 6 ans d'introduction de la loi, il y a des millions d'Américains qui ont commencé à en bénéficier. Et il faut maintenant soit leur retirer ces bénéfices ou trouver une autre façon de leur fournir. Et manifestement, ils n'ont pas cette façon-là. Et Donald Trump lui-même n'a jamais vraiment réfléchi à cette question-là. Il n'a pas... Et son échec dans le passage de cette réforme de la santé a montré une chose importante, c'est-à-dire qu'il ne possède pas le contenu des politiques. Il n'est pas capable de rallier ses propres partisans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de les convaincre pourquoi il devait voter pour ce projet de loi. Mais il y a des gens qui affirment même qu'il n'a pas lu son propre projet de loi. Ça, c'est évident, mais ce qui aurait été important de faire, donc ce que Barack Obama avait été en mesure de faire en 2010, c'était d'aller vers ses propres partisans et de leur dire, voilà, vous devez passer ce projet de loi. Même c'est un projet de loi qui mérite que vous perdiez votre siège pour le passer, justement, pour permettre à des millions de personnes d'avoir accès à l'assurance santé. Est-ce que cet échec-là de ce projet de loi sur l'assurance santé, c'est aussi... ça montre aussi que Donald Trump n'a pas tous les pouvoirs, que jusqu'à un certain point, les contre-pouvoirs dont on a beaucoup parlé au moment de son inauguration fonctionnent jusqu'à un certain point. Est-ce que les institutions démocratiques fonctionne encore ou jusqu'à... Donald Trump est aussi en train de s'attaquer à ça puis de transformer l'exercice du pouvoir présidentiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est-à-dire que le président aux États-Unis ne peut vraiment exercer le rôle de leader que s'il est capable de rassembler toutes les forces et évidemment, les contre-pouvoirs sont très importants. On a vu avec l'échec de sa réforme de la santé, le Congrès est très difficile à faire avancer. Avec sa réforme ou sa mesure sur l'immigration, ce fameux décret migratoire anti-musulman, selon certains, c'est les cours. C'est la branche judiciaire qui l'a contré. Et de plus en plus, on va se rendre compte qu'il va avoir de la difficulté même à faire bouger la branche exécutive, celle qui lui appartient. Par contre, il a eu un certain succès un peu souterrain à faire passer des réformes, par exemple des décrets qui sont venus renverser des mesures qui avaient été prises par le gouvernement Obama dans les derniers mois. En matière d'environnement? En matière d'environnement, par exemple, en abolissant plusieurs règles, en renversant le courant de ce que l'État américain faisait sur le réchauffement climatique, par exemple. Maintenant, également, dans le domaine des armes à feu, il y a une réglementation un peu aberrante là, qui a été renversée, c'est-à-dire qu'il y avait une réglementation qui empêchait les personnes gravement atteintes de troubles mentaux d'acheter des armes à feu.
et on a réussi à renverser cette réglementation-là. Oui, et il y a tellement de coups d'éclat, il y a tellement de gestes, disons, propres à indigner qu'il peut effectivement passer toutes sortes de choses en catimini jusqu'à un certain point. Donc, ça va vraiment être passionnant à suivre. Merci beaucoup, Pierre-Martin, d'être venu nous en parler. Prochain défi pour les démocrates, les élections législatives de 2018. On va suivre ça avec attention. Ça s'en vient rapidement. N'est-ce pas? Merci beaucoup.